ce qui s'est passé hier et les hypothèses pour expliquer la chute de l'avion dans lequel se trouvait tout l'état-major du groupe Wagner. Regardez, l'avion, il est ici en photo. C'est l'appareil, en fait, qui s'est crashé hier. Il a été pris en photo à plusieurs reprises durant son existence. Que sait-on à propos de cet appareil? Eh bien, qu'il est enregistré au nom de Wagner Group, que sa date d'immatriculation auprès de Wagner date du 1er octobre 2019 et qu'il a un peu moins de 16 ans. Il faut savoir qu'on est, eh bien, pour la durée de vie d'un appareil, d'un avion, c'est entre 25 à 30 ans. Donc, il avait encore de longues heures de vol à son actif. Et puis, il est composé de 13 sièges. Il faut savoir que c'est un peu plus d'une trentaine de sièges au maximum dans ces appareils. C'est pour vous dire que c'était plutôt confortable à l'intérieur. Revenons sur ces fameuses 32 secondes avant la perte du signal. L'appareil se trouvait autour de 8000 à 9000 mètres d'altitude et puis 32 secondes plus tard, il chute à 6000 mètres d'altitude. C'est assez conséquent. Alors, les hypothèses, eh bien, on en a retenu 3 ce matin. Tout d'abord, l'accident en vol. Alors, c'est une thèse, bien sûr, avancée par les autorités russes. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de sécurité du transport aérien. Que faut-il comprendre à travers cette phrase? Eh bien, on peut remettre en doute la formation de l'équipage ou encore, eh bien, le matériel en lui-même. Sachez également que l'on nous fait savoir qu'une équipe d'enquêteurs a été dépêchée sur place et ce, dès hier soir. Deuxième hypothèse, une bombe à l'intérieur de l'appareil. Mais lorsque l'on regarde cette vidéo, on voit que l'ensemble du fuselage n'est que très peu impacté en fin de compte et qu'il chute en fait en entier quasiment en direction du sol, ce qui veut dire que c'est peu probable d'avoir une explosion à l'intérieur, auquel cas on aurait, eh bien, plusieurs débris qui chuteraient en direction du sol. Enfin, la troisième hypothèse, qui semble la plus probable, eh bien, c'est l'appareil touché par un missile, puisque regardez cette photo, vous avez les petits cercles rouges, ça correspond à des trous à l'intérieur du fuselage. On n'a pas identifié quelle partie exactement c'était de l'avion, mais ce qu'il faut dire, c'est que le missile, lorsqu'il explose, eh bien, ce sont des petits bouts de métal qui vont perforer le fuselage, qui fait que ça correspond un petit peu plus à ce que l'on voit sur les images. Et puis, regardez également cette vidéo, vous avez ce panache de fumée. Ça correspond, eh bien, de la fumée d'un missile. Ça pourrait correspondre en tout cas de la fumée qui émane d'un missile. Et puis juste ici, vous avez l'avion qui est en train de chuter, où là aussi il y a un petit panache de fumée qui émane. Ça peut être soit du carburant ou soit un début d'incendie. Voilà pour ces 3 hypothèses qu'il faut retenir en se disant, eh bien, que forcément la troisième, eh bien, serait la plus probable ce matin. Première chose, est-ce qu'on peut faire confiance à ces images? Vous savez, il faut se méfier. Plusieurs fois ces derniers temps, sur des catastrophes ou des accidents, on a vu circuler sur Twitter, X ou Internet, on a vu circuler des images qui correspondaient à d'autres événements. Donc il faut se méfier particulièrement et essayer d'avoir la certitude qu'on possède des éléments de base qui sont concrets et qui sont sérieux. Cela dit, si on fait confiance à ces images, les images que l'on voit nous montrent un appareil qui s'est quasiment autodétruit en vol à son niveau de croisière. C'est quelque chose qui n'arrive pas, sauf exception. Et quand je parle des exceptions, à peu près tous les cas qu'on a connus, c'était des bombes à bord ou des missiles, parce que pour qu'un avion tombe de cette manière-là, il faut qu'il ait subi de très graves dégradations. Les avions, lorsqu'ils ont des pannes, d'abord ont toujours des dispositifs de secours, et deuxièmement, ils ont toujours la possibilité de descendre progressivement pour se dérouter vers des aérodromes, pour lancer des alertes, envoyer des messages. Or, dans cette affaire, on n'a pas de message, on n'a rien du tout. Donc on dirait qu'il s'agit d'une affaire très subite. Et s'il s'agit d'une affaire très subite, première hypothèse, évidemment, c'est bombe ou missile, ou bien événement à bord particulièrement destructif, comme une explosion d'un des 2 moteurs. On verra ce que diront les enquêteurs. N'oubliez pas que dans cette enquête doivent être associés les Brésiliens, puisque ce sont les fabricants de cet avion régional transformé en avion d'affaires qui est le Legacy, l'Embraer 135 BJ, et puis les Britanniques qui sont les fabricants du moteur Rolls-Royce. Donc voilà, nous allons avoir au moins 3 pays enquêteurs dans cette affaire, peut-être plus, et avec ça, peut-être nous aurons des informations. Ça nous permettra aussi de voir si les Russes jouent le jeu, conformément à la Convention de Chicago et à son article 13 qui prévoit les modalités des enquêtes sur les accidents.
Vincent Huge, d'informations d'autres sources qui laissent entendre qu'il n'y a pas la queue d'un doute. Il y a 2 missiles sol-air qui ont percuté l'avion en l'air. Le doute méthodologique s'impose encore à ce stade, notamment pour les raisons évoquées à l'instant par Michel Polaco, une authentification absolument incontestable des images et de leur validité. Pour le reste, il me semble que sans avoir l'expertise qui est la sienne, en tout cas si j'en fais une lecture, je dirais plus politique, la thèse du missile est la plus probable. L'Institut pour l'étude de la guerre, dans sa livraison quotidienne, c'était il y a quelques heures, mentionnait l'hypothèse de 2 missiles S-300, donc le fleuron en quelque sorte de la défense antiaérienne russe. Et j'ajoute un autre élément qui est à mon avis un indice assez fécond, c'est que dans l'espace informationnel pro-Kremlin, ce qu'on appelle les blogueurs militaires, vous avez déjà 2 hypothèses qui commencent à voltiger. Un tir par erreur qui aurait visé en réalité un drone ukrainien, et vu la densité des tentatives, notamment dans la région de Moscou, de la part de Kiev en la matière, pourquoi pas. Le deuxième hypothèse étant celle d'un acte terroriste, mais qui, compte tenu des éléments physiques dont on dispose et visuels, risque d'être invalidé assez vite. Donc si vous avez déjà comme ça des petits germes qui sont semés pour essayer de donner une rationalité à ce qui apparaît comme une opération de liquidation, en tout cas c'est ma conviction à ce stade, eh bien c'est sans doute que on a préparé en amont. Moi je suis frappé quand même par 2 choses. D'abord l'absurdité qui consiste à placer tout l'état-major quasiment, tous les caïds de Wagner dans le même avion. C'est un non-sens total. Bon. Et deuxièmement, je trouve quand même qu'il y a dans la promptitude, dans l'empressement des sources d'informations officielles russes à confirmer la mort et l'identité des victimes, quelque chose d'un peu troublant. Alors, on pourrait dire, bon, ça veut dire que c'est un montage, etc., mais on peut aussi dire que tout était préparé pour faire en sorte que le récit officiel s'impose dès les premières heures de l'après-crash. On ne pourra jamais être sûr que ce qu'il se trouvait dans cet avion. Alors, l'hypothèse la plus romanesque, c'est évidemment un Prigojine exfiltré dans l'extrême-orient russe ou sur une île des Caraïbes en compagnie de son compère Dmitri Utkin, le stratège militaire de la maison. C'est séduisant, mais je n'y crois pas une seconde. On pourra peut-être y revenir plus tard, tout simplement parce que moi j'ai la conviction que dans tout système soviéto-mafieux, ce qui est le cas du pouvoir russe aujourd'hui, eh bien la vengeance est un plat qui se mange ou froid ou tiède. Là, on est plutôt dans le tiède, et que dès lors que Prigojine était moins utile vivant que mort, eh bien, il a rencontré le sort qui a été décrété par le Kremlin et par Vladimir Poutine lui-même.